Idriss Déby Itno, assassiné. Jovenel Moïse, assassiné. Assimi Goïta, tentative d'assassinat. Andry Rajoelina, projet d'assassinat. Archange Faustin Touadéra, projet d'assassinat. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Nous sommes en 2021 et les assassins sont de retour en Afrique. Tchad, Haïti, Mali, Madagascar, Centrafrique. À première vue, les cibles n'ont rien en commun, à part le fait d'être des présidents en exercice, ce qui est quand même assez notable, j'en conviens. Mais pourquoi les a-t-on donc éliminés ou pourquoi cherche-t-on à les éliminer? Les raisons sont diverses. En Afrique, on a l'habitude de sanctifier un peu trop rapidement les morts. Pourtant, ni Idriss Déby ni Jovenel Moïse étaient des enfants de cœur. Dictateur connu pour sa brutalité, Idriss Déby Itno s'était de temps en temps exprimé contre le franc CFA et la France-Afrique, mais seulement quand il voulait obtenir quelque chose que la France lui refusait. Ce n'était pas un engagement de cœur ou de conviction. Il utilisait ces thèmes parce qu'il savait que cela exaspérait Paris, tout en redorant brièvement son blason auprès d'Africains très naïfs. Que Nathalie Yamb ou Kémy Séba s'attaquent à l'appareil France-Africain est une chose, et on a vu à quel point cela les a énervés nous concernant. Alors imaginez quelle rancune ils peuvent développer pour un chef d'État en exercice qui émet des critiques dans ce registre, aussi superficielle soit-elle. Mais c'est sa menace de retirer l'armée tchadienne du G5 Sahel qui est très mal passée à Paris. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ce n'est pas la première fois que pour sauver le système, l'on sacrifie un pion pour le remplacer par un proche. C'est même chose assez courante. Et c'est exactement ce qui s'est passé de façon tout à fait grossière au Tchad, où le fils Déby, aux ordres, a été installé par Macron, au vu et au su du monde entier, à la place du père, assassiné dans des circonstances troubles. Scénario quasi similaire en cours à Haïti où Jovenel Moïse, mis au pouvoir par un cartel d'une douzaine de familles libano-syriennes qui tient l'économie de l'île soutenue par la trinité impérialiste USA, Canada et France, a voulu se retourner contre une partie de ses parrains d'hier et en a payé le prix le 7 juillet dernier. Moïse était tout sauf un saint. C'était un corrompu, un hors-la-loi qui s'accrochait au pouvoir et qui est mort dans la violence qu'il a lui-même imposée à ses opposants et populations avec l'aide de gangs qui semaient la terreur dans le pays. Mais même si une bonne partie des Haïtiens ne le portaient plus dans leur cœur, la façon animale dont il a été éliminé de toute évidence par les services américains en collaboration avec les membres de l'oligarchie bourgeoise, est ressenti comme un affront national et le peuple révolté, martyrisé et affamé exige que vérité soit dite et justice rendue. Et c'est au milieu de cette émotion populaire que, taratata, comme dans un polar, on fait revenir l'épouse éplorée qui, bien que très légèrement blessée lors de l'attaque, a été très rapidement et opportunément évacuée aux États-Unis où elle a reçu non seulement des soins, mais aussi le script de ce qu'elle doit faire et dire pour continuer, ainsi que ses enfants, de pouvoir bénéficier de ses biens et surtout de la vie sauve. Ne soyez donc pas étonnés si on nous la présente comme une possible successeur de son mari pour l'élection ou plutôt la sélection que les États-Unis veulent imposer en urgence aux Haïtiens. Nous avons trop souvent à la tête de nos États des gens qui vont conclure des pactes bizarres avec des gens bizarres et qui se font liquider par leurs partenaires quand ils ne leur conviennent plus ou quand ils ne respectent plus à la lettre ces engagements contre nature qu'ils sont allés signer dans notre dos pour leurs intérêts personnels et non pour ceux du pays. J'espère que ce qui vient de lui arriver sert de leçon au président malgache Rajoelina. Choisir de faire plaisir à la France au détriment d'un pays frère n'est pas une garantie de protection éternelle par le colon. Pourquoi je dis cela? Permettez-moi, pour vous éclairer, de vous rappeler un épisode sanglant qui s'est déroulé il y a 3 ans en Centrafrique. C'était le mardi 1er mai 2018. Ce matin-là, pendant la messe, un groupe d'hommes en armes entre dans l'église catholique Notre-Dame de Fatima de Bangui et, sans crier gare, tire
sur les fidèles. Le bilan est effroyable. 26 personnes tuées et 99 autres blessées. Les auteurs de cette exécution barbare sont les miliciens du groupe PK5. La justice centrafricaine, après avoir établi que 2 mercenaires français, Christophe Rento et Bernard Cousin, ont aidé, instruit et entraîné les auteurs de cette entreprise terroriste, lancera des mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. Et c'est ainsi que le mardi 5 février 2019, Christophe Rento est interpellé à l'aéroport par la police de l'air et des frontières malgache à Antananarivo. Mais, au lieu de l'extrader vers la Centrafrique, qui en avait fait la demande et dont les responsables de la justice s'étaient rendus sur place pour prendre livraison du colis, le gouvernement Rajoelina préférera expulser la barbouze vers la France, qui bien sûr ne le poursuivra pas et à partir de laquelle celui qui se présente comme expert géopolitique de l'Afrique continue de proposer ses services nuisibles pour notre continent. Alors, quel arrangement occulte conclu avec la France était plus important pour Rajoelina que d'honorer l'engagement officiel de l'État malgache d'extrader Rento en 2019 sur la base de la convention signée entre les 2 pays africains. C'est pour cela que j'ai commencé en disant que j'espère qu'il a appris sa leçon maintenant. Sans doute qu'à ce moment-là, Andry Rajoelina n'anticipait pas qu'il finirait lui-même par devenir la cible des officines françaises. Et pourtant, nous y voilà. La procureure générale de Madagascar vient d'annoncer l'arrestation, entre autres, de 2 militaires français à la retraite qui étaient en train de planifier son assassinat. Vous avez remarqué, quand des militaires français à la retraite expriment leur désapprobation face à la politique de Macron en France, on les qualifie de dangereux, on hurle à la sédition. Mais quand on les arrête pour tentative de coup d'État et d'assassinat de chefs d'État africains, subitement, la France ne voit en eux que des citoyens inoffensifs qui doivent bénéficier de la présomption d'innocence. C'est marrant, non? Certains viendront baragouiner que les agissements de ces individus ne peuvent pas engager leur pays. Sérieusement? À Haïti, on montre à la télé l'arrestation de mercenaires colombiens. Pourtant, personne n'ignore que c'est la CIA américaine qui est à la manœuvre lors de l'exécution de Jovenel Moïse. Il serait intéressant de réfléchir à une évolution du droit international public qui intégrerait l'obligation des États à se substituer à leurs ressortissants dans le cadre d'actions en responsabilité pour des actes commis par ces derniers visant à la déstabilisation des institutions d'États tiers, pour les obliger soit à réparer les dommages ainsi causés, soit à dénoncer les véritables États responsables ou commanditaires. De même, les États devront s'engager à adopter des règles internes visant à interdire et sanctionner l'implication, directe ou pas, de leurs nationaux dans des opérations de déstabilisation d'États étrangers. Il faut en effet, par de tels mécanismes, s'attaquer au phénomène des barbouzes, qui est le cache-sexe d'un certain nombre d'États terroristes. C'est à cela que devrait s'atteler la très inutile Union africaine, plutôt que d'accepter n'importe qui comme membre observateur en son sein. Si la France est de bonne foi, qu'elle accepte donc d'inscrire cette disposition dans sa législation et qu'elle cesse aussi de faire pression sur les États qui arrêtent les mercenaires français pour qu'ils soient extradés vers la France puis libérés sans procès, comme c'est presque toujours le cas. Retenez une chose, dans leur jargon, les capitaines, les colonels à la retraite sont des agents très actifs qui acceptent des missions sales et qui, s'ils se font prendre, ne seront pas reconnus officiellement par l'Élysée et la hiérarchie militaire, même si ceux-là ne les laisseront pas tomber en sous-main. Vous connaissez les films Mission Impossible, n'est-ce pas? Les comploteurs de Madagascar, Paul Mayo Rafano Arana et Philippe-Marc François, sont 2 officiers sortis de Saint-Cyr, l'usine de production des mercenaires français. Le premier a même été conseiller du président Rajoelina jusqu'en 2011, avant d'offrir ses bons conseils à l'archevêque de Tananarive. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit sur son profil LinkedIn.
Des armes ont été trouvées et des audios explicites sont aux mains des autorités malgaches. Du même acabit, nous avons le sieur Juan Rémy Quignolo, arrêté à Bangui le 10 mai de cette année, qui avait chez lui tout un arsenal et qui espionnait les trajets du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. J'espère que vous ne serez pas surpris si je vous apprends qu'il s'agit là aussi d'un militaire français à la retraite et qui entraînait les membres de la Séléka dès 2013 avec ses copains Christophe Rento et Bernard Cousin. La boucle est bouclée. La faute de Touadéra en Centrafrique, aux yeux des services français qui ourdissent des complots contre lui, est d'avoir décidé de réduire la présence de l'armée française sur son sol. Il réussit peu à peu avec ses nouveaux alliés rwandais et russes à sécuriser le territoire, même si le diable franco-onusien n'a pas encore jeté l'éponge, comme les diverses intoxications médiatiques, attaques contre les populations et complots contre la sécurité de l'État le prouvent. Vous l'avez compris, toutes les personnes ciblées ne sont pas seulement les victimes de règlements de comptes entre mafieux. Il y a bien évidemment ceux qui sont éliminés parce qu'ils combattent le système. Nous avons eu les Sylvanus Olympio, les Thomas Sankara, Modibo Keïta, il y en a trop pour que je les cite tous. Mais c'est à dessein que je n'évoque pas le cas de la tentative d'assassinat du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, le jour de la Tabaski dans une mosquée à Bamako. On dispose aujourd'hui de trop peu d'informations pour que j'en parle comme si j'étais une sachante. Quand les choses seront plus claires et qu'on aura des éléments vérifiés et sourcés à disposition, j'y reviendrai. La recrudescence des mercenaires et barbouzes à la solde de l'Occident et de ses affidés locaux sont le signe qu'ils sont nerveux. Et s'ils sont nerveux, c'est parce que les choses changent. Plus lentement que nous ne le souhaitions, mais irrémédiablement. Et pour accélérer la cadence, il faut cesser de faire le jeu de l'ennemi. Il faut tourner résolument le dos à une classe politique qui traîne des casseroles et s'enorgueillit d'être dans les bonnes grâces de l'Occident. Les gens laissent des traces. Étudiez celles des hommes et des femmes politiques avant de les voter. Tous ceux qui fanfaronnent qu'ils ont des entrées à l'Élysée, à Matignon, à Washington ou à Bruxelles, zappez-les. Et ceux qui ont fait carrière dans ces instruments impérialistes et néocolonialistes qu'on appelle ONU, FMI, Banque mondiale, Union africaine, Banque africaine de développement, BOAD, UNESCO, PNUD, BCAO, BEAC, zappez-les sans hésitation. Et ne venez surtout pas nous dire après que vous ne le saviez pas. Il faut nous réapproprier 4 éléments qu'ils nous ont arrachés. Ils nous volent le pouvoir en s'arrogeant le droit de parler pour nous, de décider à notre place qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas, en choisissant qui doit nous diriger. Ils nous volent l'avoir en maintenant en place un système économique qui bénéficie exclusivement à leurs États, à leurs entreprises, à leurs laquais zélés. Ils nous volent le savoir en nous formatant l'esprit à travers leur système scolaire bancal pour qu'on soit de génération en génération de bons petits esclaves ignorants, obéissants et acculturés. Et enfin, quatrièmement, ils nous volent le vouloir en nous soumettant à la répression brutale de ceux qu'ils nous imposent comme président de la République pour briser nos envies de changement et de vie meilleure. De la même façon que l'on ne doit pas perdre une seconde à pleurer les potentats spécialistes des génuflexions devant l'Occident qui se font éliminer par ceux avec qui ils ont scellé des alliances indignes pour nous opprimer, nous réprimer et nous voler, nous devons protéger les trop rares chefs d'État qui ne se sont pas compromis dans des pactes antipatriotiques avec le colon. Et la meilleure protection est d'envoyer des signaux très très clairs aux dirigeants et aux services occidentaux occupés à déstabiliser nos pays. Il faut qu'ils sachent que s'ils touchent au président qui essaye tant bien que mal de travailler dans notre intérêt, notre riposte sera brutale et immédiate
à l'encontre de tout ce qui les représente chez nous. Le poisson qui croit que le pêcheur est venu pour le sauver comprend toujours trop tard qu'il s'est trompé lourdement. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Notre force, c'est notre nombre. Nous sommes plus nombreux que les 500 ou 1000 ploucs qui forment la classe politique d'un pays. Nous sommes plus nombreux que les 10 000 ou 20 000 militaires qui ont oublié leur vocation républicaine pour devenir la garde prétorienne de dictateurs. C'est parce que nous sommes couchés qu'ils croient qu'ils sont grands. Éveillons-nous, levons-nous et arrachons notre souveraineté en leur montrant qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence, de la détermination et des méthodes très diversifiées de combat. Merci. Idriss Déby Itno, assassinated. Jovenel Moïse, assassinated. Assimi Goïta, assassination attempt. Andry Rajoelina, assassination planned. Archange Faustin Touadéra, assassination planned. Hello, my name is Nathalie Yamp. We are in 2021 and the assassins are back in Africa. Chad, Haiti, Mali, Madagascar, Central African Republic. At first glance, the targets have nothing in common except that they are sitting presidents. But why were they killed? And why are some people trying to eliminate them? The reasons are various. In Africa, we tend to sanctify the dead a little too quickly. Yet, neither Idriss Déby nor Jovenel Moïse were Kore children. A dictator known for his brutality, Idriss Déby Itno had occasionally spoken out against the CFA franc and Françafrique, but only when he wanted to obtain something that France denied him. It was not a deep commitment. He used these triggers because he knew that it exasperated Paris while briefly restoring his image among some very naive Africans. We have seen how much it upsets them when Nathalie Yamp or Kemi Seba attack the Françafrique apparatus. So imagine what resentment they can develop for a sitting head of state who makes criticisms about it, however superficial they may be. But it was his threat to withdraw the Chadian army from the G5 Sahel that didn't sit well at all with Paris. It was the last straw. And this is not the first time that in order to save the system, a pawn is sacrificed and replaced by someone close to him. In fact, it is quite common. And this is exactly what happened in a very crude way in Chad, where Déby's son was installed by Macron in front of the whole world in place of the father assassinated in murky circumstances. An almost similar scenario is underway in Haiti, where Jovenel Moïse, put in power by a cartel of a dozen Lebanese-Syrian families who hold the island's economies supported by the USA, Canada, France imperialist trinity, wanted to turn against some of his former sponsors and paid the price on July 7. Moïse was anything but a saint. He was a corrupt outlaw who clung to power and died in the violence that he himself imposed on his opponents and populations with the help of the gang that sowed terror in the country. But even if a good part of the Haitian people no longer carried him in their hearts, the animalistic way in which he was eliminated, obviously by the American services in collaboration with members of the bourgeois oligarchy, is felt as a national affront, and the revolted, maltired, and hungry people demand that the truth be told and justice be rendered. And it is in the midst of this popular emotion that the grieving wife is brought back, who, although very lightly wounded during the attack, was very quickly and conveniently evacuated to the United States, where she received not only care, but also the script of what she must do and say in order to continue, as well as her children, to stay alive and be able to benefit from her wealth. So don't be surprised if she is soon presented as a possible successor to her husband for the elections, or rather the selections that the United States wants to impose on Haitians as a matter of emergency.
We have too often at the helm of our states people who will make weird pacts with strange people and who are executed by their partners in crimes when they no longer suit them or when they no longer strictly adhere to these undignified arrangements they went to sign behind our back for their personal interest and not those of the country. I hope that what has just happened to him serves as a lesson to Malagasy President Rajoelina. Choosing to please France at the expense of a brother country is not a guarantee of eternal protection by the colon. Why do I say this? Because 3 years ago, Central African authorities issued an international arrest warrant for 2 French mercenaries, Christophe Rento and Bernard Cousin, for aiding, training and instructing the PK5 militiamen who massacred 26 worshippers and injured 99 others in a Catholic church in Bangui on May 1st, 2018. But when the Malagasy Air and Border Police arrested one of them, Christophe Rento, who disembarked at the Antananarivo airport on February 5, 2019, the Rajoelina government preferred to expel him to France rather than hand him over to the Central African magistrates, despite the existing judicial convention between the 2 African countries. So what hidden arrangement with France was more important to Rajoelina than honoring the official commitment of the Malagasy state to extradite Rento to the Central African Republic in 2019? That's why I started by saying that I hope that he has learned his lesson now. No doubt that at the time, André Rajoelina did not anticipate that he himself would end up becoming the target of French offenses. And yet, here we are. The Attorney General of Madagascar has just announced the arrest of 2 retired French soldiers, among others, who were planning his assassination. Have you noticed? When retired French soldiers express their disapproval of Macron's policies in France, they are called dangerous, seditious. But when they are arrested for attempted coups and assassination of African head of state, suddenly France sees them as harmless citizens who should be presumed innocent. Funny, isn't it? Some will say that the actions of these individuals cannot commit their country. Are you serious? In Haiti, the arrest of Colombian mercenaries is shown on TV, and yet no one is unaware that it was the American CIA that was behind the execution of Jovenel Moïse. It would be interesting to reflect on an evolution of international public law that would include the obligation of states to substitute themselves for their nationals in the framework of actions of responsibility for acts committed by the latter aiming at the destabilization of the institution of foreign states, in order to oblige them either to repair the damage thus caused or to denounce the real state responsible or sponsors. Likewise, states must commit themselves to adopting internal rules aimed at prohibiting and sanctioning the involvement, direct or not, of their nationals in operations to destabilize foreign states. Such mechanism will in fact tackle the phenomenon of the mercenaries, which is the cover-up of a certain number of terrorist states. This is what the very useless African Union should be working on rather than accepting anyone as an observer member. If France is in good faith, it should agree to write this provision into its legislation. It should also stop pressuring states that arrest French mercenaries to extradite them to France, where they are then released without trial. Remember one thing, in their jargon, the retired captains and colonels are very active agents who accept dirty missions and who, if they are caught, will not be officially recognized by the Élysée and the military hierarchy, even if they will not be let down underhand. You know the Mission Impossible movies, right? The plotters of Madagascar are 2 officers who graduated from Saint-Cyr, the production factory of French mercenaries. One of them was even an advisor to President Rajoelina until 2011. Weapons,
have been found and explicit audios are in the hands of the Malagasy authorities. In the same vein, we have Juan Remy Quignolo, arrested in Bangui on May 10, who had a whole arsenal at home and who was spying on the movements of Central African President Faustin Archange Touadéra. You won't be surprised if I tell you that it is also a retired French military officer who was training members of the Seleka as early as 2013, along with his buddies Christophe Rento and Bernard Cousin. The cycle is complete. Touadéra's sin, in the eyes of the French services who are plotting against him, is that he has decided to reduce the presence of the French army on his soil. He is gradually succeeding with his new Rwandan and Russian allies in securing the territory, even if the France-UN devil has not yet thrown in the towel, as the various media intoxication, attacks against the population and plots against state security prove. So you see, all the targeted people are not only the victims of account settlements between mafiosi. They are, of course, those who are eliminated because they fight the system. We've had the Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Modibo Keïta. There are too many to name. I am deliberately not mentioning the case of the attempted assassination of the president of the Malian transition, Colonel Assimi Goïta, on the day of the Tabaski in a mosque in Bamako. There is too little information available today for me to speak about it as if I was knowledgeable. When things are clear and when we have verified and sourced elements at our disposal, I will come back to this. The upsurge of mercenaries in the pay of the West and its local affiliates is a sign that they are nervous. And if they are nervous, it's because things are changing. Slower than we would like, but irrevocably. So to accelerate the pace, we must stop playing into the hands of the enemy. We must resolutely turn our backs on a political class that takes pride in being in the good graces of the West. People leave traces. Study the records of your politicians before you vote for them. All those who brag that they have their entry to the Élysée, Matignon, Washington or Brussels, skip them. Those who have made a career in these imperialist and neo-colonialist instruments called UN, IMF, World Bank, African Union, African Development Bank, UNDP, BCAO, BEAC, beware of them and don't vote for them. We need to reclaim 4 things that they have taken away from us: power, wealth, knowledge, and will. In the same way that we should not waste a second mourning the potentates who go on their knees in front of the West and who are eliminated by those with whom they have sealed unworthy alliances to oppress us, to repress us, and to rob us, we must protect the all too few heads of state who have not compromised themselves in unpatriotic pacts with the colon. And the best protection is to send very, very clear signals to the Western leaders and services busy destabilizing our countries. They must know that if they touch the presidents who are trying to work in our best interest, our response will be brutal and immediate against everything that represents them in our countries. No one will come to free us in our place. Our strength is our numbers. We outnumber the 500 or 1,000 chaps who form a political class in a country. We are more numerous than the 10,000, 20,000 soldiers who have forgotten their republican vocation to become the Praetorian Guard of dictators. It is because we are laying down that they think they are great. Let's wake up, let's stand up, and let's wrest our sovereignty by showing them that they don't have the monopoly on intelligence, determination, and the diverse methods of struggle. Thank you.